Dans la ville animée d'Accra, où des bâtiments imposants surplombaient des maisons plus petites et où les rues pulsaient de vie, vivait la famille Akina. M et Madame Akina étaient connus comme l'un des couples les plus riches de la ville, propriétaires d'une chaîne d'entreprises qui exigeait la majeure partie de leur temps. Leur vie tournait autour des vols, des réunions et des affaires qui les obligeaient à être constamment en mouvement. Leur grande maison était aussi belle que vide, avec des couloirs silencieux qui ne faisaient écho qu'aux pas des femmes de ménage et au faible bourdonnement des appareils électroménagers. Leur fils de 1 an ne vivait une vie de luxe solitaire. Il était un enfant brillant, plein d'énergie et de rire, mais sa joie passait souvent inaperçue. Ses parents l'adoraient, mais leur affection venait par éclairs. De rapides baisers sur son front pendant qu'il dormait, ou des promesses précipitées de passer bientôt du temps ensemble pour compenser leur absence. Ils avaient engagé des gardiens pour s'occuper de lui, mais aucun ne semblait rester longtemps. Un jour, Madame Akina a décidé de résoudre le problème différemment. Elle se rendit dans le village de sa famille, le même où sa cousine vivait avec son adolescente. La fille Abina était connue de tous comme une fille brillante et capable. Elle excellait à l'école, pouvait cuisiner comme un chef chevronné et se comportait avec une maturité au-delà de son âge. Sa famille n'était pas pauvre, mais vivait une vie simple et confortable, fière du potentiel de leur fille. Lorsque Madame Akina présente l'idée aux parents d'Abina, cela semble être une opportunité en or. Abina vivrait avec les Akina en ville, fréquenterait l'une des meilleures écoles et serait prise en charge à tous les points de vue. Tout ce qu'elle avait à faire était de s'occuper de Ni, préparer ses repas, le baigner, l'emmener à l'école et lui tenir compagnie. Nous veillerons à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, assure Madame Akina. Les parents d'Abina hésitèrent au début. Elle était leur fille unique, et l'idée qu'elle vive loin était difficile. Mais la promesse d'une vie meilleure, d'une éducation prestigieuse, et d'un avenir assuré les convainquit. C'est pour son avenir, déclare son père. Abina était également d'accord, excitée par l'aventure qui l'attendait. Elle emballa ses affaires et déménagea dans la grande maison des Akina, où sa vie allait bientôt changer d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Les premières semaines se passèrent bien. Abina s'installe rapidement dans sa routine, prenant soin de Ni comme s'il était son petit frère. Elle préparait ses repas avec soin, s'assurait qu'il était propre et habillé, tenut sa petite main pendant qu'ils allaient et ultérieurement de l'école. Ni s'attacha à elle, riait plus souvent et appréciait l'attention qui lui avait toujours manqué. Lorsque les Akina rentraient à la maison tard le soir, ils étaient satisfaits de l'arrangement. Abina avait fait tout ce qu'ils avaient espéré. Mais la vie dans sa nouvelle école racontait une histoire différente. L'école ne rappelle rien de ce qu'Abina avait connu. C'était une institution d'élite remplie d'enfants de familles riches. Les étudiants portaient des uniformes impeccables, transportaient les derniers gadgets, et leurs conversations bourdonnaient de sujets avec lesquels elle ne pouvait pas s'identifier. À l'heure du déjeuner, elle s'asseyait seule, regardant ses camarades de classe rire par deux ou en petits groupes. Elle remarque les regards subtils, les mots chuchotés et les démonstrations évidentes d'affection. Un garçon penché près d'une fille, 2 étudiants s'embrassant derrière un arbre, d'autres rigolant comme s'ils partageaient des connaissances secrètes. Dans son ancienne école, les choses étaient plus simples. Les garçons et les filles jouaient ensemble comme des frères et sœurs. Leur rire n'était pas entaché de signification cachée. Mais ici, tout semblait chargé, inconnu et adulte. Abina se sentit déplacée, invisible. Personne ne lui parlait au-delà des salutations politiques, et aucun garçon ne lui prêtait attention. Elle commença à ressentir la vive piqûre de la solitude, un vide qu'elle ne pouvait nommer. Au fil des jours, elle est devenue curieuse de savoir quelles étaient les choses que ses autres enfants savaient et qu'elle ignorait. Pourquoi le savaient-ils ? Pourquoi parlaient-ils de baisers et de proximité avec tant d'excitation ? Qu'est-ce que cela faisait ? À la maison, Ni était son seul compagnon. Dans le calme de la maison des Akina, son esprit errait. Elle a commencé à tester les limites de l'affection. Sa curiosité la poussait à faire des choses qu'elle n'avait jamais faites auparavant. Au début, c'était de longs câlins innocents ou des baisers enjoués sur la joue de Ni. Mais bientôt, la frontière entre le bien et le mal commença à s'estomper. Un jour, après l'école, elle a essayé d'embrasser Ni sur les lèvres. Le garçon s'est tortillé en détournant la tête, clairement mal à l'aise. Aina a froncé les sourcils, sa voix sèche et méchante lui disant de rester tranquille. Confus et nerveux, Ne, bien qu'il n'aimât pas ça, restait immobile. Plus il résistait, plus elle devenait en colère. Elle ne comprenait pas pourquoi il ne répondait pas comme les enfants à l'école l'avaient décrit. Ce qui avait commencé comme de la curiosité est vite devenu quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'Aina ne maîtrisait pas complètement. Pendant les heures de bain, ses actions sont devenues inappropriées. Elle touchait Ne d'une manière qui le mettait mal à l'aise et le grondait s'il pleurait ou s'éloignait. Quand il s'arrêtait, elle criait « J'essaie seulement de prendre soin de toi ». Ne sachant pas quoi faire, commençait à se retirer dans lui-même.
Le garçon brillant et heureux, qui remplissait autrefois la maison de rire, est devenu silencieux et retiré. Il parlait moins, jouait moins et redoutait les moments où Aina était proche. Le silence aurait dû être un avertissement, mais les Akina étaient trop occupés pour le remarquer. Ils ne voyaient leur fils qu'endormi lorsqu'il rentrait tard le soir, l'embrassant sur le front et lui murmurant des promesses qu'il ne tiendrait jamais. Ainsi, les ombres dans leur grande maison devenaient plus sombres, alors qu'un garçon brillant et une fille solitaire se retrouvaient piégés dans un cycle auquel aucun ne pouvait échapper. Au fil des mois, les changements chez eux sont devenus indéniables. Si seulement quelqu'un avait été là pour remarquer qu'il ne se réveillait plus avec son excitation habituelle, que son rire était remplacé par de longs silences. À l'école, il ne jouait plus autant avec ses camarades de classe qu'avant, préférant s'asseoir seul pendant la récréation. Le garçon brillant, qui courait autrefois dans les couloirs de la maison d'Ena, se déplaçait maintenant tranquillement. Ses pas étaient lents et incertains, comme s'il portait un poids. Aina, de son côté, ne comprenait pas le comportement de Neu. Mais elle continuait, sa curiosité s'était transformée en une compulsion qu'elle ne pouvait pas expliquer. L'heure du bain était devenue une routine redoutée pour Neu, des moments où il ne se sentait pas en sécurité, même s'il ne savait pas comment l'exprimer. Quand il essayait d'éviter Aina, elle pleurait ou se mettait en colère. « Reste immobile. Neu, je fais seulement ce qui est bien pour toi, » disait-elle. Sa voix, parfois cassante, résonnait violemment dans la salle de bain. Parfois, elle lui donnait un léger coup sur les bras pour le forcer à obéir. Sa colère, mêlée de frustration et de confusion, l'emportait. Ce qui avait commencé comme une réponse à sa solitude et son besoin de comprendre un monde auquel elle ne s'intégrait pas s'était transformé en quelque chose de bien plus sombre. Dans le calme de la maison, sans personne pour surveiller ses actions, Aina était devenue plus audacieuse. Ne devenait son expérience involontaire. Sa petite voix devait plus silencieuse à chaque jour qui passait. Pendant ce temps, les Akina étaient trop occupés avec leurs horaires pour voir ce qui se passait. Ils croyaient que tout allait bien. Il était toujours nourri, habillé et soigné. En surface, tout semblait normal. Mais la vérité, comme elle le fait souvent, attendait de se révéler. Cela arrive un jour comme n'importe quel autre jour, jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. Madame Akina avait oublié un dossier avec des documents importants à la maison. Il était rare qu'elle revienne pendant la journée, mais elle était pressée et prévoyait d'entrer et de sortir en quelques minutes. Elle gara sa voiture dans l'allée et entre dans la maison. Le silence l'accueillit comme d'habitude, brisé seulement par le faible bourdonnement de la climatisation. Alors qu'elle montait les escaliers vers sa chambre, elle entendit des bruits étouffés venant de la chambre de Neu. Au début, elle pensait que ce n'était rien, peut-être un jeu. Mais quelque chose dans le son la fait s'arrêter et écouter. Elle fronça les sourcils et s'approche doucement de la porte. Quand elle l'ouvre, ce qu'elle vit lui glaça le sang. Un soir, Madame Ena rentra chez elle plus tôt que prévu. La maison était étrangement silencieuse. Elle trouva Neu blotti sous ses couvertures, le visage caché, son petit corps tremblant légèrement. Elle s'assit doucement sur le bord du lit, posant une main tremblante sur son épaule frêle. Pour la première fois depuis des années, elle sentit pleinement le poids de son absence, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que protectrice. Elle murmura, sa voix brisée par l'émotion, « Je suis tellement désolée, mon bébé. » Ces paroles se perdirent dans le silence oppressant de la chambre. Ce soir-là, une résolution naquit en elle. Plus jamais le travail ne passerait avant sa famille. Plus jamais elle ne laisserait son fils se sentir aussi seul. Mais elle savait que le mal était déjà fait. Neu, autrefois un garçon pétillant et plein de rire, portait désormais un silence lourd et pesant, un silence qui étouffait toute joie autour de lui. Quand Aina et ses parents rentrèrent plus tard ce soir-là, l'atmosphère dans la maison était électrique, chargée de tension et de non-dits. Aina, assise sur le bord de son lit, pleurait en silence. Ses épaules tremblaient sous le poids de la culpabilité, son visage baigné de larmes. Jamais elle n'avait vu ses parents dans cet état, déçus, perdus, presque brisés. Son père finit par briser le silence. « Que as-tu fait, Aina ?» Sa voix, basse et tremblante, était emplie d'incrédulité. « Comment es-tu devenue cette personne ? Ce n'est pas l'enfant que nous avons élevé. » Aina baissa les yeux, incapable de soutenir leur regard. Elle balbutia, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. « Je ne sais pas. Je ne voulais pas que cela arrive. » Sa mère s'agenouilla près d'elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle murmura doucement, « Aina, nous t'aimons, mais ce que tu as fait est grave. Est-ce que tu comprends le mal que tu as causé ?» Ces mots, comme un miroir, renvoyaient à Aina une réalité qu'elle ne pouvait plus fuir. Elle éclata en sanglots, tout son corps secoué par des spasmes incontrôlables. Ses parents, partagés entre colère et amour, savaient qu'ils devaient agir. Son père prit la parole, cette fois avec une fermeté mesurée. «
Tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as fait, mais tu n'es pas perdu. Nous allons trouver un moyen de t'aider. » Déterminés à reconstruire leur famille et à guider leur fille sur un chemin de rédemption, ils décidèrent de retirer Aina de son école et de l'inscrire dans une école plus familière, près de leur maison. Les murs et les visages connus auraient dû lui apporter un réconfort, mais Aina n'était plus que l'ombre de la jeune fille qu'elle avait été. Silencieuse, retirée, elle évitait les autres, trouvant refuge dans un isolement douloureux. Ses professeurs, inquiets, contactèrent ses parents pour exprimer leurs préoccupations. Ces derniers répondaient toujours « Nous gérons la situation ». Mais derrière les portes closes, ils savaient qu'Aina avait besoin d'une aide qu'ils ne pouvaient lui offrir seuls. Après de longues discussions, ils prirent la décision difficile mais nécessaire de consulter un thérapeute dans une ville voisine. Les premières séances furent difficiles. Aina, submergée par la honte, refusait de parler. Elle se repliait sur elle-même, ses silences plus éloquents que n'importe quel mot. Mais la thérapeute, une femme douce et patiente, persévéra. Elle posa des questions simples, laissant à Aina le temps et l'espace pour répondre. Peu à peu, la jeune fille commença à s'ouvrir. Elle parla de sa solitude dans une école de riches, de son sentiment d'invisibilité, de ses tentatives maladroites pour combler un vide qu'elle ne comprenait pas. « Je ne savais pas ce que je faisais. Je me sentais juste vide », avoua-t-elle un jour, en larmes. La thérapeute hocha la tête doucement. « Tu étais seule, Aina. Tu étais perdue et cherchais une façon de combler ce vide. Mais ce que tu as fait a blessé quelqu'un. Maintenant, il est temps d'apprendre à te pardonner. » Le chemin du pardon fut long et ardu. Aina dut apprendre à accepter sa culpabilité sans se laisser consumer par elle. Avec le temps, elle commença à guérir. Ses parents, bien qu'encore blessés, restèrent à ses côtés. Sa mère, lui tenant la main un jour, lui dit avec une tendresse infinie « Tu es notre fille. Tu apprendras de cela et feras de meilleurs choix. Nous ne t'abandonnerons pas. » Encouragée par leur soutien, Aina se mit à travailler dur à l'école et à faire du bénévolat dans un foyer pour enfants. Ses gestes, bien que modestes, étaient sa manière de réparer ce qui pouvait l'être. Elle jouait avec les enfants, les aidait dans leurs devoirs, trouvant dans ces moments un apaisement qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. De leur côté, les parents d'Aina prirent des mesures pour être plus présents pour eux. Ils réduisirent leur charge de travail, s'assurant que l'un d'eux soit toujours à la maison lorsqu'il rentrait de l'école. Les dîners en famille devinrent sacrés, les téléphones étaient éteints, et les conversations remplaçaient le silence. Ils jouaient à des jeux ensemble, lisaient des histoires et partageaient des rires, redonnant peu à peu vie à leur foyer. Bien qu'encore calme, commença à refaire confiance. Lors des promenades en famille, il tenait fermement les mains de ses parents. L'étincelle dans ses yeux revenait, par petites étapes, illuminant brièvement son visage lors d'une partie de cache-cache ou pendant les histoires au coucher. La thérapeute rappela à la famille que la guérison prenait du temps, mais que leur présence émotionnelle était essentielle. Les Aina avaient appris une vérité universelle. Aucune richesse ne pouvait remplacer l'amour et l'attention. Leur expérience devint un récit édifiant pour le village. Des parents, touchés par leur histoire, commencèrent à consacrer davantage de temps à leurs propres enfants, à écouter leurs besoins, à être présents. Des années plus tard, devint un jeune homme réfléchi, sa voix stable, son cœur ouvert. Aina, quant à elle, trouva également sa voie, transformant ses erreurs en leçons précieuses qui façonnèrent son avenir. Elle consacra sa vie à aider d'autres jeunes en difficulté, partageant son expérience pour inspirer et guider. En fin de compte, leur histoire ne fut pas simplement celle d'une rédemption personnelle, mais un puissant rappel pour tous. L'amour, la présence et le pardon sont les piliers qui permettent de surmonter les épreuves et de reconstruire ce qui semblait brisé à jamais.